Je pense que maintenant, on peut passer aux questions. Répondre aux questions. Déjà, est-ce qu'il y aura... Je remercie tous les intervenants pour leur présentation très intéressante. Donc, je voudrais commencer par du CNUT. J'ai été personnellement agréablement surprise de voir jusqu'à quel point il y a des pas assez substantiels qui ont été accomplis dans le domaine justement des projets de libre accès et en particulier donc, la mise en place du projet de l'IST EMAG, qui implique déjà plusieurs universités de l'intérieur du pays, de Garça, de Monastir, etc. Il y a clairement des pas concrets qui ont été faits à ce niveau. Il y a aussi une mise en place de la plateforme. Et puis, troisième point, il y a une campagne de sensibilisation qui cible plusieurs groupes professionnels, et principalement les chercheurs, bien sûr. Donc, ma question est la suivante. Dans ce cadre-là, quelle est la place, justement, de l'université virtuelle? Est-ce qu'il y a une orientation pour l'impliquer réellement dans ce projet, particulièrement de l'IST MAG. D'autre part, l'université de la Manouba, qui semble être l'un de vos partenaires privilégiés, est-ce qu'elle a été suffisamment sensibilisée pour devenir un partenaire actif dans ce projet? Voilà donc la première question. Est-ce que j'enchaîne avec les autres ou je laisse... Juste une question pour Siwahid. Les résultats sont très intéressants. Je vous demande s'il n'y a pas lieu de les resituer un peu dans le contexte de l'époque. C'est une enquête qui date déjà de quelques années, dans le sens où ce mouvement était réellement à ses débuts, aussi bien les valeurs que les concepts qu'engage le mouvement d'open access étaient réellement très peu connus, même par nous, à vrai dire. Il serait peut-être intéressant de voir si la tendance est en train de se renverser actuellement, de s'inverser, pardon. Et pour cela, donc, il serait nécessaire de faire une mise à jour de l'enquête, peut-être en utilisant un peu les mêmes variables. Et s'il y a possibilité aussi de faire des recoupements et des croisements avec l'enquête qui a été faite par Mohamed et ses collaborateurs, en faisant peut-être une approche comparative un peu plus nuancée, pour mettre le doigt aussi bien sur les disparités entre les disciplines que les disparités entre les pays. Donc ça me semble être intéressant justement à examiner de plus près. Voilà, merci. On peut poser. Merci pour tous les intervenants. Ma première question, c'est Wahid que je pose. Donc, comme l'a dit ma collègue, c'est un peu vieux, hein, les résultats et cette étude. Donc, j'aimerais bien poser une question qui vous paraîtra un peu choquante. Est-ce qu'on peut faire la même étude avec la nouvelle donne du 14 janvier 2011? Quel contenu y aurait-il? Quelle visibilité chercheront
nous, y aurait-il débat, y aurait-il coopération, que d'obstacles entravant la communication, mais communication de quelle information, de quel savoir, surtout que je vois un peu quelques ombres et une certaine obscurité qui commence à nous montrer le bout de leur nez. Deuxième question à Sleh. C'est une proposition plutôt. Sleh, j'ai présenté en cours avec notre collègue Nasr Jendli en 1991 à l'occasion des journées de lecture publique à Garsa sur l'œuvre du CNUS et ce que faisait le CNUS pour assurer une certaine visibilité, un certain rayonnement de l'information universitaire dans toute la Tunisie. Donc je peux te la donner et elle pourrait être utile comme introduction avec toute simplicité. Je peux te le passer et ça va faire vraiment quelque chose de complet avec ce que tu as dit. Et je suis très fier parce que tu es l'un des meilleurs étudiants de l'ISD et tu as participé à l'œuvre du CNUS, tu as coopéré avec tous mes collègues, mes ex-collègues, parce que moi je ne fais pas plus partie du corps des documentaristes bibliothécaires, je suis GDA maintenant, mais je suis fier de ce que le CNUS fait et je dois rendre hommage à tes collègues dont quelques-unes sont prêtes et Arfti, ma boss, et Osteti, ma prof, Madame Fatma Ben Abdallah, qui était directrice du CNUS. Bon courage à vous. Maintenant, je reviens à la même question que j'ai posée à Siwahid, à Si Mohamed, printemps arabe et désertification du désert arabe, comme tu l'as dit. Quel contenu, quelle politique de développement, d'études et de recherche. Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Peut-on parler d'archives ouvertes alors que le contenu n'y est presque pas? C'est ça la question. Je suis un peu pessimiste, mais bon. Merci beaucoup. Ingénieure bibliothécaire, coordinatrice en information scientifique et technique à la Faculté des sciences de Tunis. La première question, c'est pour M. Selami, ou bien c'est Sardine, ils ont parlé de projet XPMAG. La question se pose, c'est est-ce qu'il sera généralisé pour les autres universités? Par exemple, j'appartiens à l'université tunisine, est-ce que ça sera impliqué dans les autres universités? Non. Vous parlez des implications des professionnels et des bibliothécaires, donc je pense que c'est l'occasion de contribuer à Open Access et à l'information scientifique et technique, l'établissement des archives ouvertes. La deuxième question pour le protocole, ça sera la garantie pour Creative Commons. C'est la garantie le fait de déposer des productions scientifiques. La plupart des chercheurs se posent la question quelles sont les garanties pour déposer nos travaux de recherche? Est-ce qu'il y aura des garanties? Si vous éclaircissez un peu le protocole pour sensibiliser les chercheurs en posant la question de garantie du dépôt des productions scientifiques. صادق من مصر. دكتور وحيد شكرا على البرزنتيشن رائعة. كان عندي سؤالين. سؤال خاص بالإمباكت فاكتور. بيبقى فيه مناقشات كتير من الإمباكت فاكتور ما يعتبرش
إلى حد كبير مؤثر تأثير كبير. ممكن الناس تعمل براوزنج على جورنال أو تفتح article without reading it. ممكن يبقى الفاكتور ما يبقاش بهذا القدرة وهذا التأثير احنا بنحسب بيه قوة الجورنال أو الزاوية العلمية. طبعا في حلول تانية غير الإيمباكت فاكتور. الحاجة التانية كان في دايجرام خاص بالستيل اركايفنج. أنا لاحظت إن المراك أعلى واحدة في الجراف. في أسباب المراك في السيلف اركايفنج اللي هي accessibility through the web. مراك كان أعلى جراف من بقية one of the graphs the results with respect to Oxford. في سبب معين السؤال المواجه للمكتب البوليسي الخاصة بالأوبن أركايف. انتوا اخترتوا انها تبقى دارك اوبن اكسس. البوليسي بتاعها هو في 6 بوليسيز دايما عادة في ال setting open access archives, institutional archives. انت اخترت تقريبا انها تبقى دارك اوبن اكسس ان انت قلت ان انا هاخد نو رايت بس هيبقى في ديبوزيت، صح؟ يبقى انا معاك على السياسه الاولانيه اللي هي non exclusive right للانستتيوشن وتجنبتها ورحت على السياسه الثالثه اللي هي تبقى دارك اوبن اكسس ان انت تبقى ماسك الدوكيمنت بعد كده ريليز ات وانس يو نيد ات، رايت؟ ولا ممكن تشرحها لي؟ شكرا. Shukran. Hamdi Boudet, conservateur communiste. Ma question est pour M. Bdoura. Vous avez cité, monsieur, les Creative Commons. Ce sont des licences dans lesquelles les auteurs déterminent les droits attachés à l'œuvre qu'ils réalisent. Alors, vous ne voyez pas que c'est contradictoire avec les principes de libre accès qui cité et qui incite sur le libre accès à l'information sans restriction, sans barrière juridique ou économique. Je crois que c'est une barrière légale pour l'accès à l'information. Merci. J'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous aurez la possibilité de l'évolution du modèle économique de la publication de l'information technique? Il va se transformer de c'est le cas appliqué, c'est plutôt le chercheur qui est l'article de document public. Est-ce que vous pensez vraiment que l'OpenAccess peut faire développer ce modèle économique dans ce sens? Parce qu'en fait, quand on cherche une finalité à ce phénomène, à ce mouvement d'OpenAccess, je pense réellement que c'est parmi ces finalités envisager ou atteindre. Merci. Ma question s'adresse à M. Romain. Vous avez évoqué dans votre communication la carence de publication. Et par publication, puisque on voulait dire ou publication d'un chacun des communications. Deuxième question, vous avez parlé de la limitation de l'offre au niveau des cours. Vous avez parlé d'un chiffre, 51 dépôts par mois pour 12 protocoles. C'est combien?
Pour instruire. D'accord. Est-ce que pour les 12 entrepôts que vous avez explorés, est-ce qu'il y a derrière une politique qui a été définie? Et moi j'ai aussi une question concerne le bilinguisme des archives ouvertes. Le fait qui concerne le plus, c'est qu'est-ce que vous avez envisagé pour résoudre le problème du bilinguisme qui est un enjeu majeur, et un problème que nous aussi on connaît bien en France, et notamment en termes d'éducation. En France, on fait l'éducation faite en français, on sait qu'elles sont moins visibles que celles qui sont faites en anglais. En même temps, c'est important aussi de promouvoir notre langue, et je pense que c'est la même chose pour les pays arabes. C'est plus difficile d'être visible auprès des pays occidentaux, et en même temps, c'est naturel qu'on a envie de publier dans sa langue. Donc, est-ce que vous avez mis en place, imaginez des solutions techniques pour gérer cette question de bilinguisme? Il y a encore d'autres questions dans la salle? Non, bah si vous voulez, on va commencer à répondre. Qui veut se lancer en premier? Monsieur, si vous voulez. Merci. Donc, je remercie tous les intervenants. Alors, la question qui a été posée par Réja et Sémounier, effectivement, on souhaite rééditer cette enquête. Peut-être après l'évolution, le contexte commence à changer. Sachant que le questionnaire, ce questionnaire, je l'ai donné à quelques collègues et j'ai appris que l'enquête a été faite en Jordanie aussi. C'est moi qui l'a réalisé. Et presque on a abouti au même résultat. Il y a cette tendance. Mais effectivement, il est temps de la rééditer, mais comme vous le savez, je suis un peu pris par mes fonctions actuellement. Et je lance ouvertement à tous les collègues. S'il y a des collègues qui veulent y contribuer, je suis avec vous, Mohamed Tarab, peut-être notre ami égyptien. Et pourquoi pas nos amis français, pourquoi pas on peut mener une enquête, une approche comparée, de voir si réellement on est dans la même situation ou bien il y a des différences. Et est-ce qu'on partage les mêmes soucis ou bien il y a quelques différences? Donc l'idée est là, j'espère qu'on va rééditer, justement rééditer cette enquête et pour voir si la tendance a commencé à changer. Je pense certainement, surtout sur le plan disciplinaire, c'est que les scientifiques sont plus ouverts réellement à ces nouveautés, à ce mouvement du libre accès. Des exemples, des physiciens, pour l'archipel, beaucoup plus impliqués. Mais justement, la question est très pertinente de madame, puisque la question du bilinguisme. Il faut trouver une solution pour le bilinguisme, et c'est à nous de résoudre ces problèmes que je dirais un peu techniques. On ne va pas attendre la communauté internationale à résoudre ce genre de problème. Nous devons voir qu'est-ce qu'ils font les Chinois, les Japonais, enfin les autres langues, les langues non latines, qu'est-ce qu'ils ont, comment ils ont fait, comment ils ont résolu. Peut-être notre collègue de l'ISD aussi, mais qui enseigne à Bordeaux. Il travaille sur le bilinguisme, le système bilinguisme. Donc peut-être il peut contribuer à le faire, bien sûr. Multi-écriture, c'est peut-être.
qu'on peut faire quelque chose ensemble. Mais vraiment, il faut y penser et travailler ensemble, avec nos amis égyptiens, les pays du Golfe aussi, pour voir le problème de la langue arabe, les archives en langue arabe, etc. Langue arabe. Bien, le printemps. Nous sommes en plein printemps. Le printemps arabe. Effectivement, alors, qu'est-ce qui est en train de changer? Vous savez, ces mouvements, le changement prend un peu du temps. Vous savez, nous sommes en face d'un système. Je raisonne en termes de système d'information scientifique technique. Donc, il y a un système de recherche qui doit prendre la vitesse. Avant, comme l'a dit Mohamed, il y a une carence, il y a une pénurie en production scientifique et technique. Il y a un grand problème. On ne peut pas travailler dans un système verrouillé, système autoritaire. Maintenant, les choses ont changé. On a un espace public qui est en train de se constituer. Liberté d'expression, tout le monde parle, très peu de gens qui écoutent maintenant. Moi, je fais de la télé, j'arrive pas à suivre parce que j'en ai la tête chaque soir. Donc tout le monde parle, mais maintenant il faut écrire. Il faut que les chercheurs, les scientifiques contribuent, écrivent, publient. Maintenant, ça a beaucoup d'opportunités, il y a des financements, il y a beaucoup de partenariats avec des centres de recherche étrangers, beaucoup de choses, beaucoup de projets, on peut contribuer. Donc, la production scientifique doit passer à la vitesse de croisière en Tunisie, et après, nous aurons une production qui sera consistante et on peut échanger et parler réellement de libre accès. Maintenant, le libre accès, ça va dans un sens, dans un seul sens. Le nord-sud, maintenant, il faut dans les choses changent. Hein? Sensible. Bien. Voilà. C'est une matière de réflexion. Peut-être Mohamed porte une réflexion. Les contrats Creative Commons, bon, je ne suis pas un juriste, mais je sais que premier aspect de la question, c'est est-ce une contrainte, est-ce une barrière? Non. Il faut, je parle, tout d'abord, j'ai insisté dès le début sur la notion de valeur. Il y a des valeurs à respecter. Il y a droit d'accès, oui, mais tout en respectant les autres. Bon, on respecte les droits d'auteur d'une part, mais les droits des usagers. La formulation est très délicate, cette équation est très difficile à réaliser, mais il faut le faire. Notre rôle, c'est de réaliser, c'est de défendre les droits des usagers. Mais tout en respectant aussi les droits des autres. Alors pour ces contrats de Creative Commons, je crois qu'il y a 5 types de contrats. Il y a 6 types de contrats. Et c'est l'auteur qui contrôle l'accès à l'information. C'est à lui de choisir le type de contrat. Soit, il y a beaucoup de détails, peut-être que Mohamed Souhaïd. D'accord. Donc, il y a 6 types de contrats. C'est l'auteur qui choisit quel type de contrat. Et c'est-à-dire, est-ce que, juste pour lire l'article, est-ce qu'on peut intervenir? Mais dans tous les cas, pas l'aspect commercial, pas pour le commercialiser. Donc, tout en gardant le droit de paternité, le droit de paternité, c'est-à-dire l'article toujours appartient à son auteur.
Oui, oui, oui. Non, non. Non, non, pas de plagiat. On ne risque pas d'attribuer un article à quelqu'un d'autre. Hein. On ne peut pas s'approprier le travail de l'autre. Non. Non, ça, on respecte la propriété intellectuelle. Ça, c'est certain. Techniquement, c'est réalisable. Peut-être plus de détails avec Souhaïl, si vous avez. Alors, l'impact factor. Bon, au niveau de libre accès, bon, je sais que pour l'impact factor, c'est le taux de citation, le taux d'usage, c'est un indicateur pour. Je pense que ça peut donner plus d'impact sur l'article lorsqu'il est accessible à plus de gens, plus de chercheurs. Je n'ai pas de chiffres, je ne peux pas donner. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites, s'il y a des chiffres. Et cette question concerne aussi bien l'article imprimé que l'article électronique. On peut citer, parce que l'autocitation, on peut par complaisance s'autociter, hein, comme ça pour augmenter le chiffre, mais la remarque est valable aussi bien pour l'article imprimé que l'article numérique. Mais il y a un travail à faire. S'il y a des travaux, s'il y a des statistiques sur l'impact factor et son impact sur le libre accès. Ou bien libre accès et son impact sur l'impact factor. Le Maroc, est-ce qu'il y a une tendance? Pourquoi, d'après notre étude comparée avec notre collègue Moussa Khayat, marocain, on n'a pas vu de grande différence. Bon, les chiffres liés à certaines variables, mais pratiquement cette tendance est aussi timide pour l'auto-archivage. C'est encore timide, mais j'espère que les choses ont changé. Donc il faut actualiser l'enquête, il faut réfléchir les données. Je n'ai pas de. Non, au niveau de. Non, je ne pense pas. Vous savez, au Maroc, depuis cette équivalence de ministre ces risques, les Marocains sont les derniers à créer l'Institut de l'information scientifique. Ça fait quelques années seulement. Il y a une dizaine d'années seulement. Donc au niveau de l'infrastructure, au niveau de la documentation technique, je ne crois pas qu'ils sont plus avancés que nous. Donc pour le modèle économique, je n'ai pas le temps de développer. Je crois que ça a été évoqué peut-être le matin. Le modèle économique de l'université, l'essentiel, c'est que même au niveau de l'Organisation internationale du commerce, il y a une exception pour tout ce qui est bien culturel. Donc, tout ce qui est production culturelle, les livres, l'édition, tout ça, c'est une exception. Et ils n'entrent pas dans la logique du libre-échange. Parce qu'on risque de priver des populations entières de la culture. Ça va imposer le prix du marché, etc. Donc il y a de droits d'exception. Ça existe. Et du coup, donc, pour tout ce qui est édition scientifique ou bien édition littéraire, l'essentiel c'est d'assurer la survie, d'assurer les publications au moindre frais pour permettre à
une large diffusion de l'information, une large diffusion de la culture. C'est la raison pour laquelle les pionniers de libre accès, ils ont pensé à ce modèle de l'auteur-payeur, au lieu de lecteur-payeur. C'est-à-dire payer pour être vu et pas payer pour voir. Donc deux logiques complètement différentes. Ce n'est pas le lecteur qui va payer, c'est l'auteur qui va contribuer, c'est très dérisoire, $700 à peu près pour une revue internationale, mais en contrepartie, il y a des milliers de chercheurs qui vont lire gratuitement, qui vont consulter gratuitement des publications. Je ne sais pas si je réponds pas. Normalement, c'est une question de l'État. C'est à la charge de l'État, des universités publiques sont appelées à financer aussi bien la recherche que la publication. Bien. C'est le rôle de l'État. Et l'État, on continue à acheter, à nous abonner à des revues électroniques. Mais même avec, selon les pétitions, même avec des éditeurs commerciaux, tels que Elsevier, ou la Blackwell, ou tout ça, on leur dit, au bout de 6 mois, vous vendez votre produit, ok, mais au bout de 6 mois, vous ouvrez, vous libérez cet article, ou bien vous libérez la revue, et qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc, c'est une manière, une solution qui arrange les deux, aussi bien l'éditeur que le chercheur. Il y a toujours cette clientèle stable qui va acheter toujours, mais le reste leur permet d'accéder à l'information. Pour la question de la généralisation, oui. Oui, mais quand c'est là la question en fait. Vous savez, il s'agit d'un projet c'est limité dans le temps. Donc, normalement, il prend fin de cette année. Et la généralisation, là, la stabilisation de la plateforme et de tous les mécanismes pour gérer ces enjeux. Donc, je pense que c'est une ambition, d'ailleurs, c'est tout cela que nous avons expliqué dans notre communication des problèmes de notre collègue. Pour la commission du but, c'est la même solution pour nous. Toutes les universités adhèrent à cette programme. Mais d'une manière volontaire, en incitant les chercheurs à déposer dans notre cours que je suppose sera soumis avec les chercheurs, il y a leur identification bien sûr. Ça, c'est l'approche. La deuxième approche, qu'ils adoptent, les universités vont adopter la politique politique. Ça, c'est un engagement pour le bon contenu du libre accès dans cette domaine. En fait, c'est un engagement déjà. On n'est pas à l'heure actuelle, on n'a pas vu avec eux. Mais je suppose qu'il y ait, du moment qu'il y ait interopérabilité des plateformes, je ne vais pas le problème. Si je peux ajouter quelque chose à mon collègue. Pour l'université virtuelle de Nice, donc c'est plutôt un propos plutôt de documents pédagogiques, donc de documents scientifiques
Donc on est plutôt complémentaires. On ne travaille pas sur la même approche. Donc elle sera complètement développée en tant qu'université comme toutes les universités tunisiennes, les facultés tunisiennes. Des monastères déjà, on coopère même avant le projet de STMA. On est déjà en relation avec le groupe de recherche. Donc à travers l'IST, on a pris le contact avec l'université de Manouba. Et une des ambitions du groupe de l'IST et de l'UNUS est de faire bâtir un archive ouvert de l'université de Manouba. Ça sera l'occasion, si le projet STMA aboutisse à mettre en place une archive et réussite, ça sera une bonne occasion. Déjà on est impliqué et les gens sont motivés, donc on a déjà le terrain qui est فيما يخص عندك كرسي سياسة مركز المجموعة التي تعمل مجموعة الخبرات التي تكونت في إطار مشروع عام الاستماع. تقدم أعضاء من هذا الأعضاء المركز بنوعين من السياسات. السياسة الأولى تعتمد على التطوع الباحث في إيداع كامل نشرياته وكامل منتجاته العلمية. أما النوع الثاني من السياسة فكانت تعتمد على فرض الإيداع من قبل الجامعة، لكن تعطي إمكانية وخيارات متعددة ضمن licensing مثل Creative Commons. تقدم خيارات متعددة للباحث لاختيار الحقوق أو non exclusive عدد وبالتالي احنا اخترنا صحيح لدينا عدد بستة انواع من السياسات التي تقدم بذكرها. وقد قطعنا على هذه السياسات عبر الويكين هارفارد يونيفرسيتي، وبالتالي تقدمنا بهذه الخيارات بين المجموعة كاملة، وكان الاختيار على الخيار الثاني وهو immediate deposit and optional access. وهذا بالأساس كان الاختيار معتمد على أنه الهدف هو بالأساس أن يكون لنا معرفة كاملة بالمنتوج العلمي التونسي، وبالتالي كان الهدف هو 100% جمع لهذه المنتوجات، وتكون خيار وفسحة لخيارات للباحث ليكون ليختار أي طريقة لوضعها عبر النفاذ الحر، وبالتالي يكون أكثر ملائما لطبيعة الحال بالنسبة لتونس وبالنسبة لخيارات المركز. وبالتالي إذا اعتمدنا على التطوعية أخذا بالتجارب التي كانت والتي وجدت قبل في خاصة في أوروبا، كانت المردودية بين 15% من الإيداع، وهذا ما رجح لدينا الخيار الثاني. وبالتالي هناك إمكانية لدار الميتا داتا دار اوبن اكسس إذا كان خيار هناك خيار اعتمد باعتماد امبارجو بالنسبة للباحث. لمدة معينة بعد مدة معينة يمكن وضعها. هي لحد الآن لم تحدد المدة التي مسموح بها في السياسات، لأن احنا في البداية لأن هذه السياسة لقد تقدمنا بها إلى الجامعات الأعضاء في المشروع، وهم الآن بصدد
اعتمادها ودراستها مع الهياكل العلمية في كافة الجامعات. هي الاحتمالات تكون موجودة لأنه احنا حاطين خيار اللي تكون السياسة يكون مراجعتها بصفة دورية كل عامين. يمكن تراجع إلى الخيار الأول أو تقدم بالخيار الأول. حتى ولو بسنة قانون كنت تعمل ايش قانون العالم عقوبة أن يثبت الواقع أحسن شيء أن يكون نابع من قناعة ذاتية. أولا ذاتية ودور على بيرسونال ولا شيء انستيتيوشنال. إذا مرت من الشخص من الفرد من المؤسسة إلى المجموعة وما تكون مجموعة وطنية هناك خطوة في مسار تتعامل مع مجموعة من الجامعات. هناك ما يسمى نوع من العتاب على عدم يعني ربما نوع من زيادة التنمر الشبابية. هي هناك عندهم برامج مختلفة وجيدة ولكن ليس هناك تنسيق فيما بينها. نحن لا ندري بالضبط إلى أي مدى وصلت مع جامعة منستير أو نفسه أو شخص حتى نعرف ربما نأخذ بالإيجابيات السلبية ونعرف أين نسير. ولما لا يعني هناك أمور في يعني انسجام التعامل مع هذه الأمور. هنا نرجع إلى معضلة ربما معضلة عامة اللي هي مسألة التواصل الكوميونيكاسيون. التواصل هذا حتى في المبنيين لأنه نرجع مرة أخرى هنا خلط ما بين بيبليوتيك نوميريك وأرشيف ذات. البيبليوتيك مثلا جانبية معروف أنا لا سول أرشيف ذات في تونس هي سيد البيبليوتيك. هي نقول ماهوش بالعين يعملوها ماهوش بالعين. يسجل البيبليوتيك نوميريك مش بيع مش تكون اليوبيتي تركز على الجانب البيداغوجي تنفيذ اليونيفرسيتي معناها البيداغوجي ولا الريسورس بيداغوجيك ils font partie de la production de l'information scientifique et technique. Mais الناس ربما كيف التعاون لما لا نعم ربما أنا سأريد ربما أنا أنتم كفلس chapeauter piloter ces projets avec l'appui du ministère, c'est une حاجة exceptionnelle. وهنا تقول المشاريع تتكلم المينستير c'est le ministère de pourquoi une question qui a été posée. Nous faisons partie de la fonction publique, de l'administration et d'ailleurs vous cherchez pour le financement, pour communiquer. La transparence نخص المعلومات عن المشروع ثم بوابة خاصة بالمشروع فيها كامل النشاطات فيما يخص احنا اللجان احنا نضع على كافة المنسقين كل المعلومات خاصة لو كان لنا لقاءات مع المنسقين الخاصين بالمركز لتوعيتهم بالنشاط المفتوح وما أنجز في المشروع
إذا هناك نوع من الكوميونيكاسيون التواصل موجود، لكن قد يكون كما قال صلاح، لكن قد يكون ممكن ما هو أحسن. وإحنا فيما يخص المشروع هو كانت الفكرة أن نبدأ معنا كونسيبتي بور اريفي غران، وهذا ما كانش خيار لنا في اختيار الجامعات اللي سنتعامل معها في المشروع، لأن يعني كما ذكرنا في المداخلة أن المركز أيدي سوليسيتي، لقد وقع دعوة المركز للدخول في المشروع بعد سنة من بعد، ولدينا تجارب مع الوزارة، وكما قلنا في المداخلة راسلنا الوزارة سابقا قبل الثورة، وهذا عنده علاقة بالبراندوم قبلها ما كانش لنا لا استجابة، وكانت المشاريع موجودة ومبرمجة، لكن غاب الدعم المالي. لهذا توجهنا إلى ما هو بتعاون على مستوى المشاريع الموجودة. Merci. Donc, moi je vais répondre à quelques questionnements. Concernant les modèles économiques, je ne vais pas y revenir, auto-payeur ou autre. Mais pour la question de Slahedi concernant la carence des publications, est-ce que c'est en revue ou en article? Qui dit revue dit un ensemble d'articles, donc la carence c'est au niveau du nombre d'articles et de revues arabes. Et la présentation ce matin sur Reil ou Golfan nous a montré qu'il y a des carences au niveau du nombre de revues arabes, même si j'étais agréablement surpris par le nombre au niveau des revues Open Access, les revues égyptiennes qui sont très avancées dans ce domaine, mais je pense que d'autres études peut-être sur l'impact de ces revues, la qualité de ces revues, etc. s'imposent pour voir, si vous voulez, cette question de l'offre des revues, si vous voulez, la politique des archives. De la production dans le monde. C'est géographique. Que ce soit, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en arabe, que ce soit en langue étrangère ou en arabe, c'est. Si. Il faut avancer des études bibliométriques sur la production du chercheur arabe dans sa carrière en comparaison avec le chercheur européen, occidental, etc. À mon avis, c'est là où j'ai dit la carence. Par rapport. Il n'y a pas de chiffre exact, il faut relativiser ça par rapport à la publication, comme j'ai dit, des autres, il faut voir les chiffres. À ce que j'ai trouvé dans la plupart des publications concernant la production arabe, c'est que, et d'ailleurs même à partir de quelques enquêtes, c'est que la production arabe, elle est quand même, c'est pas uniquement en nombre, même en qualité, en impact. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir aussi 40 000. Quel est l'impact de ces 40 000 sur la communauté scientifique? Ça, c'est...
Pas uniquement. On impacte aussi. Donc l'impact, il est intéressant en qualité, c'est-à-dire. Donc c'est très intéressant ça. Pour la politique de ces archives ouvertes arabes, dans la plupart des temps, il n'y a pas de politique. L'exemple de l'UVT, c'est vraiment, c'était ils ont créé un dépôt pour être présent parce que c'est la mode, les archives ouvertes, ils ont entendu parler. Et l'autre jour, même au téléphone avec le directeur de l'UVT, il n'est pas au courant de ce qui se passe et il n'y a même pas une politique institutionnelle là-dessus. Donc on ne peut pas parler de politique. On a vu d'autres exemples d'archives ouvertes qui sont plutôt des bibliothèques numériques. Et là, donc, la question, donc, il faut l'étudier davantage au niveau des politiques des pays arabes. Pour la question... Les deux à la fois. Les deux à la fois, je vais finir avec cette remarque concernant la politique. La question du bilinguisme, là, c'est une grande question qu'il faut étudier, qu'il faut résoudre, je pense. Déjà, on doit discuter notre présence au niveau de l'open access. Ensuite, certainement, on va trouver ces types de problèmes pour les résoudre. Mais je sais qu'il y a des travaux qui s'orientent vers ça et on peut voir d'autres langues ce qui est en fait au niveau de la production. Pour finir, une dernière remarque concernant le printemps arabe, le désert, la désertification. Sémonir, qu'est-ce qu'on fait dans le désert pour, si vous voulez, augmenter la production? Là, la géotechnie. Donc, généralement, on doit faire la géotechnie et l'enseignement supérieur. Pour expliquer à madame, on prie Dieu pour qu'il pleuve. Il va dire, on fait autre chose. Donc là, je pense que plus d'intérêt au statut de l'enseignant-chercheur, parce qu'on voit maintenant l'enseignant-chercheur, il est devenu un enseignant, il donne ses cours et il retourne chez lui. Dans la plupart des cas, ce n'est pas général, mais il faut réviser ce statut de l'enseignant-chercheur pour qu'il soit plus impliqué dans la recherche et qu'il produise plus pour pouvoir alimenter ce genre de dépôt. Donc je vais finir par deux trois petites choses concernant la journée. Je pense que j'ai eu beaucoup d'appels pour accéder aux présentations en ligne. Je pense que Bassem pourra faire un petit essai comme ça. Il a déjà fait une page pour la journée et donc on pourra donc continuer à associer les présentations avec les résumés qu'il y en a déjà. J'appelle les intervenants ce matin l'après-midi à envoyer donc, au comité d'organisation, Bassem en l'occurrence, ou même à moi, pour les mettre en ligne. L'autre chose, je pense que le prochain Open Access Week, il faut s'impliquer davantage. Donc, on a déjà une proposition de Mme Raffaele de la Fac de Sciences pour y participer avec un petit travail sur les faits de sources en libre accès. Donc, on pourra avoir d'autres contributions dans ce sens et on doit mieux s'organiser pour faire quelque chose de plus consistant cette année. Et en plus de ça, je pense que si la dernière semaine d'octobre, normalement c'est le 28 octobre cette année, je pense, le 13. Voilà, 21-27. Donc on va essayer d'annoncer ça, de la mettre sur la page de l'ISD, sur les pages Facebook, etc. Et voilà, bien sûr. Et peut-être lancer une page Facebook, on a une petite page Facebook fermée du groupe Open Access, peut-être créer une page Facebook maintenant ouverte, Open Access, à partir de laquelle on va pouvoir annoncer l'Open Access Week, etc.
non fermée, c'est pour notre organisation interne. Mais maintenant, créer une autre ouverte, c'est une bonne idée pour transmettre les idées. Ou bien ouvrir l'Open Access Week, l'Open Access, la page Facebook. Oui. On a commencé cette journée avec nous. Ce soir, c'est la bouche de faire. D'accord, c'est vrai. L'Open Access Week. Il y a Voilà, pour l'Open Access Week, c'est une plateforme en fait qui est ouverte en permanence. On crée un compte, qui met n'importe quelle plateforme. On peut créer un compte et chaque fois on peut entrer. Et on peut entrer dans l'Open Access Week par pays. Par exemple, avec l'Égypte, c'est comme ça que j'ai connu Mendy. Et il y a l'Open Access Week Tunisie et on essaie d'être plus actif dans cela. Et peut-être on ira vers, il y avait une proposition ce matin de faire une pétition sur l'Open Access. Donc l'idée, elle est en cours. Peut-être d'ici là, on lancera d'ici à l'Open Access Week une pétition de la Tunisie, des pays arabes. On verra comment on fait pour tracer plus, pour faire plus de pression, pour mettre en place des politiques et sensibiliser les décideurs sur cette affaire. Merci à Bassel pour nous raconter la thèse de votre blog. L'Open Access Week. Il suffit de faire Open Access Week Tunisie. Soit vous allez sur votre plateforme Open Access Tunisie, donc vous êtes envoyé directement. C'est le groupe Open Access Dites à la couleur orangée ou à Kikatna à Neka, vous allez la trouver partout. Donc c'est le slogan, c'est le logo, si vous voulez, de l'Open Access. Ouais. Bon, je ne sais pas, je ne vois pas si calme peut-être pour la clôture, Madame la Députée. Donc je vais m'en occuper de cette question de clôture. Donc je vais remercier toute l'assistance, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de l'après-midi et ceux qui ont assisté le matin aussi. Je pense que le sujet intéresse pas mal de personnes, c'est pour cela les spécialistes et les non-spécialistes. J'ai vu quelques chercheurs, j'ai vu beaucoup de spécialistes d'information, mais aussi des gens qui ne sont pas des bibliothécaires, des spécialistes de l'information qui assistent. Je pense que la question a commencé à tourner dans la tête de pas mal de personnes et c'est comme ça qu'on commence. Tout projet il a ses débuts. Je pense qu'on est sur les bons rails. C'est Khaled, on est dans la clôture de Kennedy. Donc, je remercie aussi mes deux dames, Madame Christine Berthaud, pour le déplacement et pour son investissement dans cette journée. Du moment qu'on est dans l'Open Access, je pense, tout le monde fournit un effort supplémentaire et volontaire pour l'Open Access. Madame Ndita aussi pour sa disponibilité d'avoir réservé un voyage et venir nous donner plus sur leur expérience en Égypte. Je pense qu'une journée comme ça ne peut être qu'un début pour, si vous voulez, se lancer dans ce mouvement et pour que tout le monde s'implique dans le cadre de ce mouvement.
Je remercie aussi le groupe Open Access de l'ISD, de NUST, pour l'organisation. Et chacun il a contribué par un petit quelque chose. Et c'est ça le travail collaboratif. Je remercie Khaled, le directeur de l'ISD, de nous avoir, si vous voulez, fourni toute cette infrastructure et toute, si vous voulez, l'aide pour la réussite de cette journée. Je remercie Madame Lewes aussi pour la collaboration avec l'unité de recherche et d'avoir mis toute, si vous voulez, les ressources de l'unité à la disposition de ce petit groupe de recherche. Voilà, je remercie Siwahid d'avoir réservé une demi-journée dans les fonctions de Siwahid, c'est pas évident en ce moment. Merci Siwahid. Et merci à tout le monde pour votre présence. J'espère qu'on aura d'autres manifestations, d'autres activités sur le même sujet. Et on vient de démarrer, donc soyez présents dans les prochaines manifestations. Merci à vous.